Vous êtes bien sur Muzen TV, heureux de vous accueillir pour un nouvel entretien où il sera question d'économie palestinienne, puisque nous recevons aujourd'hui le chercheur Tahar Labadi. Bonjour et bienvenue sur Muzen TV. Bonjour. Vous êtes chercheur en économie politique, rattaché à l'Institut français du Proche-Orient, l'IFPO, et vous avez notamment travaillé sur les zones franches d'exportation industrielle comme laboratoire de la mondialisation en Palestine. Avant de revenir sur ce qui pourrait paraître a priori contre-intuitif, à savoir l'idée d'une économie palestinienne dans un contexte de guerre, un petit retour, si vous le voulez bien, sur la situation sur le terrain. Alors que nous sommes entrés dans le 4e mois de bombardement israélien sur Gaza, que ce qu'on appelle désormais un génocide s'élève à plus de 23 000 morts, que la situation humanitaire de l'aveu même des grandes ONG internationales est catastrophique, avec environ 1 million de réfugiés, comment s'organise la solidarité interpalestinienne sur le terrain? Et plus précisément, peut-on parler, Monsieur Labadi, à l'heure d'aujourd'hui, d'une économie de solidarité palestinienne à Gaza, par exemple? Et mais d'abord, merci de me recevoir. Et effectivement, le sentiment qu'on pourrait avoir, c'est que l'économie n'est pas une priorité au vu du nombre de victimes et l'ampleur des destructions. Mais peut-être que parler d'économie est une façon de pas se taire face à ce qui se passe, et que bon, notre discussion, elle permettra de faire la lumière sur certains aspects qui sont peu connus et justement peu regardés de la guerre en cours, et aussi de ce qui se passe sur le terrain palestinien. Donc, merci. Et donc effectivement, si on veut parler un petit peu de l'actualité, de ce qui se passe et des possibilités peut-être de solidarité palestinienne, il faut revenir un petit peu au contexte de ce que c'est qu'une économie palestinienne. Peut-être partir de Gaza justement. Euh, ce que je ferais, c'est de montrer pourquoi cette solidarité elle est compliquée aujourd'hui. Si on se concentre sur la bande de Gaza, il faut savoir que c'est un territoire qui est soumis à un embargo depuis plus de 15 ans maintenant, ce qui veut dire que Israël contrôle les voies d'accès terrestres, maritimes, aériennes, et impose des restrictions sur la circulation de personnes, de marchandises ou encore de capitaux. Et on a le passage de Rafah avec l'Égypte, qui est finalement la seule voie d'accès qui n'est pas directement contrôlée par Israël, et qui en fait est restée réservée aux personnes, et donc n'a pas de fonction économique. Et depuis 2007, cet embargo, il est passé par des phases de plus ou moins sévères. Les Palestiniens ont obtenu un relâchement à plusieurs reprises dans le cadre d'accords de cessez-le-feu, lors des guerres successives en fait qui se sont déroulées avec la bande de Gaza, ou également au moment des grandes marches du retour sur la frontière. Et donc en fait, il y a eu un relâchement parfois, mais malgré cela, on a un niveau des importations et des exportations qui est resté très largement en deçà de ce qu'il était avant 2007. Donc ça signifie qu'on a une économie gazaoui qui fonctionne en sous-régime depuis plus de 15 ans, et qui est donc voilà, qui fonctionne en deçà de ses capacités. Ce sont des matières premières qui n'arrivent pas à rentrer, des machines pour l'industrie, pour l'agriculture, également pour les télécommunications. Ce sont des marchandises que les producteurs palestiniens n'arrivent pas à exporter. Et quand on parle d'exportation, du coup, on parle également des échanges entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, qui sont soumis au même régime. Et donc, on a un taux de chômage déjà avant la guerre qui avoisine les 40 à 50% dans la bande de Gaza. Et donc, vous voyez bien que par-delà les morts et les destructions auxquelles on assiste, on a eu un moment où toutes ces restrictions-là, depuis le 7 octobre, ont été ramenées à un niveau maximal. Et aujourd'hui, rien n'entre et rien ne sort à Gaza. Ce qui donne un indicateur de ce qui est possible de faire en termes de solidarité. On a une aide humanitaire qui rentre via l'Égypte, mais qui est très largement insuffisante. Et donc, on a une économie qui finalement est en état d'asphyxie, une économie qui est sinistrée aujourd'hui dans la bande de Gaza. Et comme je le disais, voilà, rien n'entre et rien ne sort, si ce n'est avec l'accord et le contrôle des autorités israéliennes. Alors vous, qui travaillez sur l'économie politique, Tahar Labadi, que pouvez-vous nous dire sur le rôle joué par l'économie dans l'occupation israélienne des territoires palestiniens, justement? En fait, peut-être que j'aimerais peut-être avant de poursuivre sur l'économie, enfin peut-être dire un mot pour compléter le tableau sur ce qui se passe en Cisjordanie depuis le 7 octobre.
On a aussi là une économie qui est en grande difficulté depuis le début de la guerre, avec plusieurs phénomènes qui sont en cause. D'abord, on a là aussi la violence de l'armée israélienne et des colons, ainsi que des restrictions à la circulation, comme dans la bande de Gaza. Il faut savoir que les routes de Cisjordanie sont entrecoupées de barrages militaires, où les Palestiniens subissent des contrôles encore plus sévères depuis le 7 octobre. Les colons et l'armée s'en prennent là de plus en plus fréquemment aux Palestiniens, isolés, donc soit sur les routes, soit même les agriculteurs qui se sont fait tirer dessus dans leurs champs, ou bien les Bédouins qui ont été chassés de leurs terres avec leur pâturage. Et donc on a un premier phénomène qui est celui des restrictions, qui ont un effet là aussi de ralentissement de l'activité économique, une baisse des importations, des exportations, une augmentation du niveau de chômage. Deuxième phénomène, c'est depuis le 7 octobre, Israël a révoqué les permis de travail pour un peu plus de 200 000 travailleurs de Cisjordanie qui sont employés dans l'économie israélienne, et ça compte pour environ 20% de la population active en Cisjordanie. Donc, ce qui veut dire que c'est un revenu qui, en temps normal, est important pour un très grand nombre de familles. Ces travailleurs sont désormais donc sans travail, privés de revenus, et on a une économie palestinienne qui est pas en capacité de les absorber. Donc voilà, c'est des travailleurs qui sont au chômage. Et enfin, peut-être dernier phénomène ici, c'est celui du fait qu'Israël retient depuis plus de 100 jours maintenant les taxes qu'il reverse à l'autorité palestinienne. En fait, c'est des taxes qui sont prélevées par Israël, étant donné que l'autorité palestinienne n'a pas le contrôle de ses frontières. C'est Israël qui prélève les taxes sur les importations palestiniennes et qui les reverse en ponctionnant un pourcentage, qui les reverse en temps normal à l'autorité palestinienne. Sauf que c'est évidemment pour Israël un moyen de chantage et de pression continue sur l'autorité palestinienne. Et là, depuis le 7 octobre, donc c'est un peu plus de 5 millions d'euros qui ont été retenus, ce qui fait que l'autorité palestinienne est en difficulté financière encore plus grande actuellement, que des salaires qui sont versés à ces fonctionnaires ont été et retardés et ponctionnés. Donc on a depuis un peu plus de 3 mois maintenant seulement 2 salaires qui ont été versés, un de 50% et l'autre de 60% de ce qui devrait être. Donc ce qui met là aussi un peu plus de 150 000 salariés en difficulté. Donc vous voyez, ces trois phénomènes-là montrent comment on a une économie palestinienne qui très vite en fait arrive à un état d'asphyxie parce que très dépendante envers l'économie israélienne et du bon vouloir israélien. Et peut-être que du coup on peut revenir à votre question sur qu'est-ce qui fait qu'on est dans un tel niveau d'asphyxie. En fait, si on s'en remet un peu à ce que nous Dans disent le les économistes. dispositif, dans le Ouais. dispositif colonial israélien, quel est le rôle que joue l'économie finalement? Ben justement, ouais, c'est une très bonne question. C'est que je pense que la meilleure façon de comprendre ce qu'est l'économie palestinienne, c'est d'en revenir à cette situation coloniale et de comprendre que l'économie est un terrain privilégié en fait de l'affrontement colonial qui est en train de se jouer en Palestine. On a cet état de dépendance et de captivité économique. En fait, il s'est pas fait en un jour. Il est le produit d'un long processus colonial euh, qui a prévalu dès avant 48 en fait, dès l'époque du mandat britannique déjà sur la Palestine, et qui s'est poursuivi jusqu'à nos jours. Moi, je distinguerais trois logiques qui permettent vraiment de comprendre quel est le rôle de cette économie coloniale. Euh, la première, et donc ces trois logiques qui se jouent sur le terrain de l'économie. La première, c'est une logique d'élimination de la population autochtone, qui est vraiment caractéristique du colonialisme de peuplement en fait, et qui se traduit par la confiscation de terres pour y établir des colons, au détriment de cette population autochtone palestinienne. Et on a eu, dès les premiers temps de la colonisation sioniste en Palestine, cette logique-là qui a eu même pour un mot d'ordre de conquête de l'économie. C'est-à-dire il fallait conquérir cette économie pour, au contraire, en exclure la population palestinienne, et ce qui a été un moyen de déstabilisation puissant en fait pour être en mesure de chasser la population palestinienne. La deuxième logique, c'est une logique d'exploitation, un petit peu plus classique, on va dire des analyses marxistes,
qui consiste à tirer le meilleur profit de la colonie, des meilleurs, voilà, le meilleur profit qu'offre l'occupation. Donc on pense évidemment à l'exploitation des ressources naturelles, mais aussi à côté de ça, Israël s'est employé à accroître la dépendance sans cesse la dépendance économique palestinienne pour tirer le meilleur avantage des capitaux palestiniens, de la force de travail ou encore des marchés de consommation. Et on pourra y revenir si vous voulez. La troisième logique, c'est une logique de coercition ou de contre-insurrection. En fait, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que finalement Israël use régulièrement de ce moyen de fermeture des points de passage, de restriction du trafic, comme un moyen de pression et de sanction contre la population palestinienne. Et en fait, ces trois logiques-là, elles se combinent en permanence. Israël use à sa guise des ressources naturelles qui sont présentes, en limite l'usage que peuvent en faire les Palestiniens. Il faut savoir que voilà, jusqu'en 93, donc jusqu'au moment où est créée l'autorité palestinienne, avant ça, c'était Israël qui accordait les autorisations pour construire une maison, forer un puits, démarrer une entreprise, importer ou exporter des marchandises. Et tout ça, finalement, n'a pas fondamentalement changé après 93, donc avec la création de l'autorité palestinienne, puisque malgré les prérogatives qui ont été accordées à cette autorité, en fait, sur le terrain, Israël continue à contrôler le régime commercial, le régime monétaire, le régime financier, contrôle encore les frontières palestiniennes, contrôle encore une majeure partie du territoire, notamment de la Cisjordanie, de manière directe, c'est-à-dire avec l'armée. Et donc on a des mesures qui ont rendu captive cette économie palestinienne de plus en plus. Et j'ai envie juste d'ajouter peut-être un dernier élément, c'est de dire que malgré le fait qu'on a eu à des moments comme ça une augmentation du niveau de vie des Palestiniens, en fait c'est une augmentation du niveau de vie qui n'est pas du tout liée à un développement de l'appareil productif palestinien, qui lui a connu une érosion constante, mais c'est finalement une augmentation du niveau de vie qui vient de transferts de revenus depuis l'extérieur. Donc soit des travailleurs palestiniens dans l'économie israélienne, soit des Palestiniens de la diaspora, ou encore de l'aide internationale. Mais tout ça n'a fait que finalement accroître la dépendance palestinienne, puisque ça a en fait accru le déficit commercial. Les Palestiniens sont devenus captifs et consommateurs de marchandises venues de l'extérieur. Vous parliez tout à l'heure, Tahar Labadi, de la politique de chantage menée par Israël sur les douanes pour tout ce qui est l'importation des produits par l'autorité palestinienne. Est-ce qu'on assiste au même type de phénomène concernant l'accès au marché de l'emploi? Est-ce que les autorités israéliennes conditionnent cet accès pour les travailleurs palestiniens à, je ne sais pas, des conditions politiques, des engagements ou des formes de dépolitisation des travailleurs palestiniens pour justement jouer sur cette dépendance économique de ces travailleurs. Est-ce qu'on assiste à ce type de phénomène? Complètement en fait, au point que finalement cet emploi des travailleurs palestiniens dans l'économie israélienne, donc que ce soit en Israël ou dans les colonies de Cisjordanie, euh, voilà, sert vraiment ce double objectif, à la fois d'exploitation d'une main-d'œuvre et à la fois de contrôle de cette main-d'œuvre. Il faut savoir que pour obtenir un permis de travail dans l'économie israélienne, le Palestinien doit avoir un casier vierge, si vous voulez. C'est-à-dire que il doit obtenir un permis de la part de l'administration sécuritaire israélienne. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il ne doit pas avoir pris part à toute activité qui serait jugée hostile à l'occupation. Donc toute activité politique, tout engagement dans un syndicat étudiant également. Voilà. Et donc à partir du moment où, si vous voulez, l'administration israélienne considère que voilà, le dossier sécuritaire n'est pas vierge, ce Palestinien ne pourra pas obtenir de permis. Ce que ça a pour effet, c'est qu'on a comme ça pas seulement des individus, mais en fait des familles entières, voire parfois des villages qui mettent un point, voilà, qui tiennent vraiment à s'écarter de toute activité politique euh, pour pouvoir continuer à bénéficier de permis de travail dont ils dépendent en fait vraiment en termes de revenus.
Et voilà, c'est donc un outil effectivement très, très fort de contre-insurrection et de contrôle de cette population palestinienne. On assiste, on observe que des entreprises internationales investissent aujourd'hui dans les territoires palestiniens occupés par Israël, hein, en violation du droit international. Comment on peut expliquer cette volonté de ces entreprises de faire fi de ce droit et de s'inscrire finalement dans une situation d'illégalité? Est-ce que il faut l'attribuer seulement à l'appât du gain, ou bien est-ce qu'il faut y voir, selon vous, une forme d'insouciance, peut-être justifiée par la confiance dans l'impunité politique dont joue l'État israélien aujourd'hui, hein, on peut le dire. Ouais. Écoutez, je pense que c'est un peu tout ça. Je pense que l'appât du gain est forcément présent. Je pense qu'il y a plus grave que ça, c'est-à-dire que il y a aussi parfois des entreprises qui ont des connivences politiques, voire idéologiques aussi, et qui choisissent sciemment d'aller investir donc dans les colonies israéliennes, ce qui est pas un choix évident, comme vous êtes en train de le rappeler. Et peut-être que tout l'intérêt du travail qui a été effectué par la campagne de BDS, donc de boycott des investissements sanctions, ça a été de dénoncer ces complexités, de développer un argumentaire justement qui vise à criminaliser ces entreprises multinationales qui ont fait le choix d'investir dans les colonies et ou alors qui entretiennent un lien direct avec toute l'industrie de l'armement et de la surveillance israélienne, laquelle se rend coupable de crimes de guerre donc en Palestine occupée. Et donc là encore, c'est pas du tout un choix évident. Et, euh, et cette dénonciation, elle est importante parce qu'elle constitue aujourd'hui un réel moyen de pression euh, que le gouvernement israélien prend très au sérieux en fait, en développant tout un tas d'artifices pour contourner ce boycott, en multipliant aussi les cadeaux qui sont faits aux investisseurs étrangers. Ça répond aussi à votre question de pourquoi est-ce que des entreprises investissent dans les colonies, puisque le gouvernement israélien en fait développe tout un tas d'incitations de facilitation faites pour attirer les investisseurs et préserver cette image d'Israël et des colonies comme un havre de paix et un lieu où il fait bon investir. Et donc voilà, il y a énormément de moyens qui sont mobilisés pour garder cette image-là. Vous parliez d'artifice des autorités israéliennes pour contourner ce boycott des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples pour qu'on comprenne quelles sont les stratégies utilisées, mises en œuvre par les autorités israéliennes ou peut-être même par les entreprises qui investissent pour justement le faire peut-être de manière incognito, si je comprends bien. Mais alors, il y a plusieurs. Tout dépend justement le risque qu'il faut contourner et donc il y a différents moyens qui sont mis en œuvre. Mais le premier, euh, notamment, étant donné que l'Union européenne criminalise les produits qui proviennent des colonies israéliennes, euh, un premier artifice, c'est de ne pas déclarer que ces produits viennent des colonies et de faire comme s'ils venaient, voilà, simplement de l'économie israélienne. Et c'est un premier moyen de cacher, si vous voulez, cette origine-là qui dérange. Mais un autre moyen aussi, c'est parfois de faire alliance avec un capital palestinien ou arabe, et donc d'exporter cette marchandise en faisant comme si elle était celle d'un producteur palestinien ou d'un producteur arabe. On a eu notamment le cas de dattes qui était exporté comme ça avec un label palestinien Made in Palestine, alors qu'en fait derrière cela il y avait des produits issus des colonies. Et puis il y a d'autres artifices comme ça, comme notamment voilà la délocalisation de grandes d'entreprises israéliennes qui vont afficher voilà un capital international pour cacher un petit peu ce capital enfin, ce marquage là qui peut déranger à travers le monde. Ces entreprises, elles ne craignent pas aujourd'hui un retour de bâton économique sur leur image, puisque vous parliez du boycott des produits israéliens qui a plutôt le vent en poupe aujourd'hui. On a vu que la marque Starbucks de café a annoncé une perte de 11 milliards de dollars en bourse en l'espace de 3 semaines, hein, ces dernières semaines. On a vu aussi le PDG de McDonald's qui n'a pas cité de chiffres, mais qui a évoqué les pertes de son entreprise au Moyen-Orient, hein, du fait justement de ce qui se passe en Palestine. Est-ce qu'aujourd'hui les entreprises ne tiennent pas compte de cet effet de levier du boycott, surtout en termes d'image, je dirais, parce que
Je pense que c'est la principale stratégie du boycott, c'est de viser l'image des entreprises. Est-ce que vous observez un changement concernant les politiques d'investissement de ces entreprises, ou est-ce qu'on en est encore à un statu quo aujourd'hui? Non, je pense que bon, il est difficile à mon niveau, en tout cas, de juger de l'effet direct de ce boycott qui est effectivement grandissant et en particulier dans le monde arabe. Euh, donc difficile de juger en l'état actuel. Ce qui même en termes d'effets, si vous voulez, il y a peut-être quelque chose qui doit être constaté, c'est que effectivement l'enjeu c'est la criminalisation de ces investissements et donc le retrait de ces investissements. Mais certaines entreprises vont peut-être choisir d'autres stratégies, justement pour soigner leur image. Je pense notamment à la marque Carrefour, par exemple, qui on sait actuellement qu'elle est en train de développer un partenariat nouveau, signer un partenariat nouveau avec une entreprise palestinienne pour pouvoir donc développer des succursales dans les territoires palestiniens, et cela fait partie d'une stratégie de rétablir un peu son image et de dire que finalement il y a aussi des investissements qui se font avec les Palestiniens. Donc il peut y avoir différentes stratégies qui vont être développées et si vous voulez bon, c'est une bataille qui se mène bon, sur le long terme avec voilà différentes si vous dire un jeu de chat et de la souris, si vous voulez, où il faut voir un peu justement comment sont développés ces artifices et quelles réactions développent ces entreprises. Peut-être que moi je voudrais attirer l'attention, si vous me permettez, sur un autre phénomène qui applique aussi des acteurs étrangers et dont je pense qu'on devrait voilà un peu plus qu'on devrait un peu plus évoquer, même si c'est sur un autre registre. C'est celui de l'aide internationale. Je vous disais tout à l'heure que les Palestiniens étaient finalement très dépendants de cette aide et en fait, si on fait un peu l'historique, c'est une aide internationale qui, principalement, qui vient des pays occidentaux, hein, et même en majorité de l'Union européenne, qui s'est développée au cours des années 90, avec donc une communauté internationale qui s'engage financièrement à soutenir le processus de paix, donc qui est entériné par la signature des accords d'Oslo entre Israël et l'OLP. Et donc, on a une Union européenne qui s'impose de loin comme le principal bailleur de fonds, avec cet objectif de faire goûter aux Palestiniens ce qu'on appelle les dividendes de la paix, qui sont en fait, si vous voulez, les avantages matériels de cette paix. Et entre 93 et 2020, on a plus de 40 milliards d'euros qui sont déboursés dans les territoires palestiniens en aide au développement, la moitié étant du fait de l'Union européenne. Sauf que finalement, c'est une aide qui très vite s'avère être un écran de fumée qui masque difficilement, si vous voulez, l'échec sur le terrain de la solution à deux États. Le processus de paix n'a pas mis fin à l'occupation, la colonisation s'est même accélérée, et finalement, comme je disais tout à l'heure, c'est Israël qui garde le contrôle de cette économie palestinienne et qui va encore renforcer sa dépendance. Et du coup, l'aide internationale, ce qu'elle est venue faire dans un tel constat, dans une telle situation, contexte, c'est financer l'expansionnisme israélien, si vous voulez, et accroître la dépendance économique palestinienne. Euh, Même pour aller plus loin, c'est qu'on a une aide internationale qui finalement a servi d'instrument politique, là aussi, pour contraindre, pour influencer la décision politique palestinienne et la contraindre et l'orienter dans un certain sens. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre aujourd'hui l'échec des dirigeants de l'autorité palestinienne à prendre des décisions frontalement contre Israël ou de dénonciation de l'occupation. Et donc c'est pour ça que je disais que c'est important parce que au-delà des intérêts privés des entreprises dont on parlait tout à l'heure, on a là de l'argent public, des bailleurs de fonds, des gouvernements qui vont se rendre finalement complices aussi de cette occupation et qui vont porter une très lourde responsabilité dans ce qui se passe actuellement. C'est là aussi voilà une dépendance accrue des Palestiniens qui entraîne une vulnérabilité non pas seulement économique mais aussi politique. Et donc c'est aussi important à souligner. Oui, ce qui démontre très clairement les liens profonds qui existent entre économie et politique, hein. On parle couramment d'économie politique aujourd'hui. Vous l'avez souligné avec ce dernier exemple. Vous avez parlé précédemment d'un blocus, hein, sur Gaza, et peut-être rappeler que ce blocus avait été décidé au lendemain des élections
qui avait eu lieu à Gaza et qui avait amené le Hamas à remporter, démocratiquement d'ailleurs ces élections. Hein. Il y avait eu des observateurs. Alors, j'aimerais revenir à une question ou une remarque que je vous avais que j'avais partagé avec vous en début d'entretien. C'est cette question qui semble, enfin cette observation qui semble assez contre-intuitive. Euh, Comment une économie standard pourrait-elle voir le jour en Palestine alors que la guerre et la destruction y sont permanentes ou y sont régulières? Qui aurait l'idée aujourd'hui d'aller investir dans une économie qui ne verrait jamais le jour par manque de stabilité sociale? Ouais. C'est effectivement un réel défi. En fait, c'est toute la difficulté. C'est un peu ce que j'essaie moi de toucher du doigt en travaillant sur ces zones industrielles franches, qui sont un instrument un peu partout dans le monde. Ces zones pour attirer les investisseurs finalement. Et l'autorité palestinienne, la partie palestinienne, en développant ce type de stratégie, espérait justement pouvoir attirer des investisseurs et donc pouvoir gonfler sa croissance économique et voilà, prétendre avoir une économie digne de ce nom. Sauf qu'on voit sur la durée que ces zones n'ont pas du tout obtenu les résultats escomptés, qu'on a aujourd'hui en fait dans ces zones un capital principalement local, palestinien, voilà, en grande difficulté. Et il y a plusieurs raisons à ça. Vous parliez d'instabilité, donc avec des conflits, un conflit chronique qui vient perturber le bon fonctionnement de l'économie, mais en fait ça va plus loin. Même en temps normal, j'allais dire, un exportateur palestinien a toutes les peines du monde à pouvoir exporter ses marchandises. Depuis une zone industrielle comme celle de Bethléem, qui est une zone qui a été mise en place avec le soutien de l'Agence française pour le développement. Cette zone-là, donc un entrepreneur dans cette zone-là va devoir, pour exporter sa marchandise, faire appel à un premier camion qui va prendre la marchandise pour l'amener jusqu'au passage à la frontière, donc le checkpoint qui va se trouver à la frontière avec Israël, va devoir déposer sa marchandise sur place, une marchandise qui va être contrôlée par l'armée israélienne, pour pouvoir ensuite être chargée à nouveau sur un autre camion, cette fois israélien, qui va pouvoir continuer le trajet jusqu'au voilà, soit le client israélien, soit vers le port qui permettra à cette marchandise d'être exportée. Et donc on a un trajet qui normalement prend 30 minutes, parce qu'on parle de toute petite distance, qui va prendre facilement une demi-journée, avec tous les risques que la marchandise soit endommagée, avec tous les risques, en plus d'engorgement sur le checkpoint. Donc il faut compter, voilà, c'est par camion et voilà, c'est pas de grosses quantités de marchandises qui peuvent être exportées. Donc tout ça, ce sont des réelles contraintes qui font qu'aujourd'hui il fait pas bon investir en Palestine. C'est le cas de le dire. Et effectivement, ça met en difficulté toute perspective d'économie palestinienne. Mais si vous voulez, les, les- la direction palestinienne on est bien conscience de cette impasse. On a de plus en plus aujourd'hui un discours palestinien qui le dit, qui dit que il est impossible de parler de développement économique palestinien sous occupation. Euh, Ce qui a peut-être mis beaucoup de temps à être accepté, mais aujourd'hui c'est un fait. L'occupation voilà, empêche réellement toute possibilité d'une économie palestinienne indépendante. Mais si vous voulez, c'est la même chose lorsqu'on parle de souveraineté politique et donc de possibilité d'avoir d'un État pardon palestinien sous occupation. Là aussi, il y a quelque chose d'un peu absurde. Vous dites dans vos travaux que les zones franches d'exportation industrielle développées par l'autorité palestinienne constituent, je cite, un dispositif de gestion différencié du capitalisme mondialisé par excellence. Est-ce que, alors j'allais vous demander de nous expliquer ce que vous entendez par là. Est-ce que c'est ce que vous venez de nous expliquer justement au cours de cet entretien, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous n'avez pas abordés pour comprendre cette idée de gestion différenciée du capitalisme mondialisé dans les zones franches palestiniennes? Si vous voulez, moi, l'hypothèse un petit peu que je développe dans mes travaux, c'est de dire que finalement, ce qu'on voit en Palestine, c'est une partie de processus qu'on peut voir, qu'on peut observer un peu partout ailleurs. Sauf qu'en Palestine, on a
la possibilité peut-être il y a certains processus qui sont plus visibles. Partout ailleurs dans le monde, on entend parler de cette mondialisation qui signifierait la libre circulation des flux de capitaux, de travailleurs, de marchandises, et on a l'impression d'une mondialisation qui se fait un peu comme ça spontanément, comme si tout allait bien et que tout circulait de façon libre. Ce qu'on voit en Palestine, c'est les grincements de cette mondialisation. C'est comment est-ce que finalement tout n'est pas lisse dans cette mondialisation et comment il y a des territoires qui s'en sortent beaucoup mieux que d'autres pour des raisons qui sont pas seulement économiques, mais qui sont liées à tout un tas de paramètres politiques, anthropologiques, sociologiques, etc. Et c'est un peu ce qu'on voit en Palestine. C'est ce que j'appelle par un capitalisme différencié, c'est qu'on voit comment le capitalisme en Palestine n'est pas le même que le capitalisme qu'on peut voir ailleurs, même si on est bien dans dans une situation, enfin, dans un cas de capitalisme, si vous voulez. Alors pour conclure cet entretien, peut-être nous dire un mot sur le rôle joué par la diaspora palestinienne. Vous l'avez évoqué brièvement précédemment. Quel est ce rôle joué par la diaspora palestinienne dans les investissements économiques et plus largement dans les réseaux financiers de solidarité avec la Palestine, avec peut-être également une indication sur les perspectives d'avenir envisagées par cette diaspora. Est-ce que les visages de la diaspora palestinienne se tournent encore vers la Palestine, ou est-ce que, étant donné les conditions dramatiques de vie auxquelles on assiste, elles se sont résoues à envisager d'autres horizons, tout simplement? Euh, alors évidemment que la perspective d'aller voir ailleurs, elle se pose tous les jours. Et en même temps, il y a peut-être quelque chose d'intéressant, c'est que on a toujours eu une diaspora palestinienne soucieuse de soit déjà de venir en aide aux familles restées dans le pays. Ça c'est évident. Et je disais tout à l'heure que c'est encore une partie importante des revenus. En fait, j'ai pas les chiffres, mais c'est encore une partie importante des revenus qui sont transférés depuis l'étranger et qui permettent à l'économie palestinienne de subsister. Euh, une économie qui est sous perfusion, certes, mais voilà, justement grâce en partie à cette aide familiale. Et puis par ailleurs, il y a aussi des investisseurs palestiniens de la diaspora qui continuent à venir euh, chercher des opportunités pour investir. Euh, bon, peut-être que là, il y a différents types d'investissements et différentes histoires et expériences à raconter, mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe. Ce qui montre encore que peut-être, contrairement un peu à l'idée qu'on se fait habituellement d'un capital qui est toujours à la recherche de uniquement de gains et d'intérêts économiques, il y a aussi, je parlais tout à l'heure d'entreprises qui ont des connivences politiques et idéologiques avec Israël. On a aussi des entrepreneurs palestiniens qui ont des affinités particulières avec leur terre d'origine et qui cherchent encore à venir investir, à, à servir et à faire profiter l'économie de leurs capitaux. Donc c'est quelque chose qui existe. Euh, Évidemment que dans des situations comme celle qu'on est en train de connaître actuellement, les perspectives paraissent particulièrement bouchées. Et en même temps, à d'autres moments, à d'autres étapes, on a eu un capital palestinien qui est venu investir, notamment dans ces zones franches dont je vous parlais tout à l'heure. Ça a été un des dispositifs également adressés aux Palestiniens de la diaspora pour leur dire, pour les inciter à venir investir. Et quels sont les principaux foyers euh, de, de, enfin, de localisation de cette diaspora palestinienne? Où est-ce qu'elle vit principalement? Enfin, je suppose qu'il y a beaucoup de pays, mais est-ce que c'est localisé finalement? Est-ce que c'est assez localisé? Euh, Quand on parle d'une diaspora, tout dépend de ce que vous entendez. Le terme même de diaspora dans le contexte palestinien, il peut être problématique justement parce que on sait qu'aujourd'hui une majorité du peuple palestinien vit en exil, si vous voulez. Mais Oui, ces Palestiniens qui vivent en oui. exil vivent d'abord dans les camps de réfugiés qui se trouvent dans le pourtour de la Palestine occupée. Et en fait, quand on parle de diaspora, étonnamment, en fait, c'est jamais de ces Palestiniens-là dont on parle, parce que le terme diaspora ne renvoie pas à Parce que c'est celui pas d'origine. choisi. C'est pas choisi en fait.
Oui, Et puis il y a quelque chose de l'ordre de la diaspora est considérée aujourd'hui. Il y aurait beaucoup à dire, hein, mais la diaspora c'est considéré comme une ressource. Là où ces Palestiniens qui sont dans les camps de réfugiés sont moins considérés comme une ressource pour l'économie palestinienne. Et donc voilà, si on parle de diaspora, donc si on parle de cette communauté, de ces communautés palestiniennes qui se trouvent à l'extérieur de la Palestine, mais qui en même temps sont en capacité d'entretenir des liens économiques avec la Palestine. Euh, bon, c'est pour donner une définition rapide, hein. Elle est pas complètement exacte. Si on parle de ces communautés-là, se trouvent principalement dans les pays du Golfe, dans les pays arabes du Golfe. C'est de là que proviennent grande partie des investissements palestiniens, voilà, qui viennent de l'étranger. Et puis sinon, on a aussi évidemment les Amériques, donc l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Et puis dans une moindre mesure l'Europe, mais vraiment dans une moindre mesure du coup. très bien. Merci beaucoup, Tahar Labadi, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir ouvert un angle différent de ce qu'on peut entendre sur la Palestine aujourd'hui. Donc c'est la fin de cet entretien. N'hésitez pas à le Merci à vous. partager, à liker, à vous abonner à notre chaîne, sans oublier d'actionner les notifications pour rester informé sur nos programmes. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Musen TV. Merci. C'est, au revoir.